Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, il était une fois Alger, la révolutionnaire. Invitée ce midi, la journaliste et traductrice américaine Elaine Moktefi. Elle est devenue, à la faveur des événements, une sorte de passionnariat de la cause algérienne, arrivée à Alger dans un moment d'effervescence qu'elle ne pouvait soupçonner, prise dans le tourbillon de l'histoire. Elle publie aujourd'hui ses mémoires, ou plutôt la mémoire de ces années-là dans Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers, qui paraît à la Fabrique. Un récit avec un début et une fin, comme elle l'écrit, arrivée à Paris en 1951, expulsée d'Algérie en 1974, après y avoir vécu 12 ans. Bonjour Elaine Moktefi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une contestation pacifique, voilà ce qui se joue en ce moment en Algérie. Un appel au renouvellement derrière un slogan permanent depuis février dernier, les vendredis, dans les rues. Dégagez, voilà ce que les manifestants disent à la classe politique qui les gouverne. Vous avez été surprise, vous, par l'ampleur du mouvement qui s'est déclenché cette année en Algérie? Très surprise, c'est une espèce de deuxième révolution. J'ai les doigts croisés, je tiens mon souffle. J'espère qu'ils arriveront au bout. Ils arriveront au bout de quoi? Vous espérez qu'ils arriveront Oui, au bout de quoi? j'espère que ce sera un État démocratique, libre et non violent. J'espère que les gens pourront y vivre tranquillement, suivant leur passion. C'est tout. C'est ce qu'ils ont voulu quand ils ont fait une révolution de 1954 à 1962 et ils ont attendu longtemps. Ce processus démocratique, vous l'avez souhaité, appelé de vos vœux avec beaucoup de militants, de citoyens du monde, ou tout simplement d'intellectuels aussi, qui se sont mobilisés pour l'Algérie dans les années 60, après l'indépendance du pays. Ce processus démocratique, ce chemin, l'Algérie n'a pas pris cette route dans les années 60. Ça va être aussi, pour beaucoup d'entre vous, une forme de déception. Néanmoins, comment aujourd'hui vous imaginez la suite? Quel processus de transition démocratique vous semble aujourd'hui possible dans une société plus mûre qu'elle l'était auparavant dans les années 60? Oh oui, c'est une autre population. C'est beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui sont dans la rue aujourd'hui. Il y a des gens qui ont souhaité ce changement depuis très très longtemps. Ils ont réfléchi. Ils sont en train de se réunir, à se rencontrer, à préparer une nouvelle page pour l'Algérie. La semaine dernière, l'élection présidentielle qui devait se tenir le 4 juillet en Algérie a été reportée. Pour l'instant, la rue n'a pas obtenu grand-chose, à part le départ du président Bouteflika. Dans les années 60, vous serez à plusieurs reprises son interprète, celui d'Abdelaziz Bouteflika, qui est à ce moment-là ministre des Affaires étrangères. Vous le traduisez dans des conférences internationales. Qui pouvait imaginer qu'il serait encore là au pouvoir en 2019? Vous sentiez déjà chez cet homme, dans les années 60, une telle ambition, une telle ténacité? Oui, on le sentait déjà. Il avait été au premier lieu en 62 nommé ministre des Jeunesse et du Sport et du Tourisme. Il était en quelque sorte mon ministre. Ensuite, ministre des Affaires étrangères sous Boumedienne et président de la République. Vous dites, il était déjà mon ministre. Il était très déterminé, déjà, et il était prêt à tout. Vous le décririez comment? C'était quelqu'un d'une grande force. C'était un petit bonhomme, mais il avait une grande force et il était capable de tout. Vous dites mon ministre parce que c'est la particularité, vous l'étrangère, dans les années 60, quand vous partez vous installer en Algérie, vous allez travailler pour l'administration algérienne, pour les politiques en place à ce moment-là. Oui. On va raconter votre histoire parce qu'elle est quand même assez étonnante. Je pense que même vous n'auriez pas pu l'imaginer comme ça avant de la vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de vos proches vous ont dit, Elaine Moktefi, il faut que vous écriviez vos mémoires, il faut que vous racontiez cette histoire pour en laisser une trace aussi. J'ai eu beaucoup de mal à écrire. C'était une chose d'écrire des petits livres, j'ai écrit des guides de la France, des choses comme ça. Mais écrire sur soi-même et son trajet, c'est autre chose. Ça demande beaucoup de foi.
Je suis arrivée, quand je suis arrivée en Algérie, mon premier travail était justement à l'ONAT, à l'organisation de tourisme. De là, quelqu'un m'a sorti. Personne ne parlait anglais à l'époque, sauf moi. Et qu'on m'a sorti de cet office de tourisme pour me loger au secrétariat d'État de l'information chez Bembala. Donc, je faisais des rendez-vous pour les journalistes, des choses comme ça. C'était une période où les choses changeaient pour l'individu et pour la société très rapidement. Vous dites que ça n'a pas été facile d'écrire sur moi parce que vous avez été aussi toute votre vie dans les coulisses de l'histoire, là, à énormément de moments qu'on va raconter ensemble sans être une femme ou une actrice de premier plan. Vous étiez en général aux côtés de ceux qui faisaient aussi l'histoire, de ceux que vous avez pu rencontrer et vous avez interagi aussi avec ces destins-là. Hein. Oui, je pense qu'un des plus grands moments de ma vie était la rencontre avec Frantz Fanon. Et plus tard, avec les Panthères Noires, c'était aussi... j'ai travaillé avec eux, ils sont arrivés clandestinement en Algérie et j'ai aidé à les faire installer officiellement et j'ai travaillé avec eux pendant les 3 années qu'ils étaient actifs à Alger. Oui. Alors vous êtes une fille de famille ouvrière américaine, fille d'une famille juive. Et c'est à Paris d'abord que vous arrivez en 1951, que votre premier contact aussi avec l'Algérie va se faire. Vous êtes proche du mouvement mondialiste, vous assistez en 52 aux manifestations du 1er mai. Et en queue de défilé, vous découvrez des milliers d'hommes, vous écrivez des jeunes, des sombres, maigres et pauvrement vêtus. C'était des ouvriers algériens déjà, et vous constatez cette séparation nette en France, ici, avec le reste du cortège, des travailleurs français, du PCF, avec ces ouvriers algériens. Vous appelez ça l'effet lumière. Oui, c'était un effet lumière parce que j'avais une idéologie de la France et je ne connaissais pas cette histoire de racisme et de colonialisme, etc. J'ignorais tout. C'est ce jour-là, j'ai pris contact pour la première fois avec l'Algérie, ce que c'était comme colonie, qu'est-ce que était la politique française envers les colonies africaines. On oublie qu'il y avait 20 et quelques colonies africaines de la France à l'époque et qu'ils ont tout lâché pour garder l'Algérie. C'est-à-dire que ce problème, vous le connaissiez chez vous, aux États-Unis, avec la ségrégation, avec les liens qu'il y avait encore entre les Américains blancs et les Afro-Américains, mais vous pensiez que la France était le pays des droits de l'homme, étrangère à toute distinction sociale ou de race en tout cas. Les soldats américains noirs, pendant la guerre, à la fin de la guerre, étaient très bien reçus en France. Ils n'étaient pas bien reçus chez nous, pas du tout. Avec des grandes différences. Mais je m'y attendais pas à trouver, en quelque sorte, les Noirs de la France, les objets de racisme. Je m'y attendais pas. Quand j'ai vu ce défilé ce jour-là, des milliers et des milliers d'hommes algériens courir dans la rue après la manifestation du 1er mai, j'étais choquée, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Alors je me suis renseignée pour savoir. Et j'avais vécu quand j'étais jeune 1 an en Géorgie, aux États-Unis. J'avais vu la ségrégation et j'avais vu le racisme de tous les jours. Ça me rappelait ces gens-là. Et bon, allait directement au cœur. Vous faites la connaissance de Mohamed Sanoun, délégué des étudiants algériens, que vous allez retrouver à New York et qui vous présente au bureau algérien en charge des relations avec les Nations Unies. Ça va être votre premier poste. Donc après Paris, vous retournez un moment à New York. Ce bureau, il va servir de siège au gouvernement provisoire de la République algérienne, du FLN et de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, alors qu'en Algérie, la guerre éclate fin 54. Ils vont militer en haut lieu contre la politique coloniale de la France et vous allez y
participer. Pourquoi tout à coup soutenir cette cause aussi activement? J'ai tombé plein dedans. C'était en Europe, c'était la cause qui appelait à tout le monde. Il fallait prendre position. Tout le monde a pris position. Alors moi aussi. C'est important ce qui se joue là-bas, dans aux Nations Unies, à New York, à ce moment-là. C'est une tentative de règlement diplomatique des tensions qui ont lieu, du conflit qui a lieu ouvertement entre ces mouvements algériens et la France, qui est encore force d'occupation. C'est-à-dire que les Algériens ont été très conscients dès le départ de l'importance de l'international. Ils savaient bien qu'avec des vieux fusils et des couteaux de scout, etc., qu'ils n'allaient pas gagner la guerre avec la quatrième puissance militaire du monde, qui avait des avions, des tanks, des hélicoptères fournis par les États-Unis, etc. Ils savaient l'importance de l'international. Et ils ont déjà tout de suite, en 55, s'est adressé au Congrès qu'on connaît comme Bandung, et qui aussi en 55 sont partis à New York pour tâcher d'ouvrir un bureau qui présenterait tous les ans après des résolutions sur l'indépendance de l'Algérie. C'était en partie, la guerre a été gagnée sur ce plan-là. Donc cet activisme diplomatique, il a fini par produire ses effets, par porter des fruits. Oui, finalement, c'était très important. De Gaulle a été très peur de l'impression que la France créait sur ce plan international. Et il faisait tout pour qu'on croit que en Algérie, ce n'était qu'un mouvement de protestation, que ce n'était pas une guerre. C'est le mouvement international avait beaucoup de succès, mais c'était très difficile parce que la France contrôlait le vote à l'ONU de beaucoup de pays à l'époque. Comment vous allez faire, Elaine Moktefi, la connaissance de l'auteur des Damnés de la Terre, de Frantz Fanon? Oh, c'était à Accra. Il était à Accra au Ghana. Oui, c'était à Accra au Ghana, oui. Il était le représentant du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, en Afrique. Et il menait sa politique, il avait déjà écrit plusieurs livres, il n'avait pas encore écrit Les Damnés de la Terre. Je l'ai rencontré au Ghana, sur le campus de l'université. C'était inoubliable pour moi ce jour-là. C'est une image qui est restée imprimée dans ma tête. Il était avec trois Algériens habillés pour l'hiver, en complet veston, etc. C'était un monsieur qui portait un pantalon en coton, chemise en coton. Il m'a arrêté sur le campus pour me demander où se trouvait la réunion de l'Assemblée mondiale de la jeunesse où il devait faire un discours. Je lui ai dit que je l'amènerai à cette réunion, ce que j'ai fait. Et depuis ce jour-là, on a commencé à parler. On a vu il était un homme très fort, très résigné, c'était un homme pressé, un homme qui parlait politique continuellement, qui impressionnait tout ce qu'il rencontrait. Et moi, j'étais jeune et ignorant. Et j'étais très impressionnée, moi aussi. Il va vous dire une chose importante vous concernant. Il va vous dire qu'il faut toujours garder la tête droite. Oui, quand il m'a demandé un jour ce que je voulais d'un homme, je lui ai dit que je voulais mettre ma tête sur l'épaule de quelqu'un. Il m'a dit pas du tout, non. Tu restes sur tes deux pieds et tu vas vers l'avant. Et tu dois avoir conscience de tes objectifs, savoir ce que tu veux pour toi dans la vie. Oui, je vais suivre un homme.
On va l'écouter, il s'exprime là en 56 au Congrès international de l'artiste noir et on va entendre ce qui était pour lui une conviction extrêmement forte, c'est qu'il fallait aborder le combat à travers la question des cultures et notamment de leur réappropriation. La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamisée de l'intérieur, elle est clamée. Et cette revalorisation d'emblée, non structurée, verbale, recouvre des attitudes hautement paradoxales. Les coutumes, traditions, croyances, autrefois niées et passées sous silence, sont violemment valorisées et affirmées. La tradition n'est plus ironisée par le groupe ne se fuit plus, on retrouve le sens du passé, le culte des ancêtres. Le passé, désormais constellation de valeurs, s'identifie à la vérité. Cette redécouverte, cette valorisation absolue d'allure quasi irréelle, objectivement indéfendable, revêt pourtant une importance subjective incomparable. Au sortir de ces épousailles passionnées, l'autochtone aura décidé, en connaissance de cause, de lutter contre toutes les formes d'exploitation et d'aliénation de l'homme. Le corps à corps de l'indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte pour tolérer une quelconque faille. La plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. Voilà Frantz Fanon qui ne va pas connaître l'indépendance algérienne. Pardon? Frantz Fanon qui ne va pas connaître l'indépendance algérienne. Il va mourir 6 mois avant dans un hôpital à Washington, à côté de Washington. Oui. Il a contracté la leucémie. Il a passé du temps en Union soviétique pour se faire soigner, mais ils ont amélioré sa santé, mais ils n'ont pas pu le guérir de leucémie. Il est parti pour les États-Unis finalement, où il est mort. Mais alors comment lui, le Martiniquais, se retrouve engagé aux côtés des forces de libération algériennes? Ah oui, il a été psychiatre à Blida, en Algérie. Je pense que c'est un de ses premiers boulots. Il s'est rendu compte, évidemment, c'était en 54, qu'il a rencontré des dirigeants et des militants du mouvement algérien pour l'indépendance du FLN. Il a aidé le FLN tout de suite au sein de sa clinique de Blida, clinique psychiatrique. Il a caché des gens, il a soigné des gens, et il s'est rendu compte que c'était pas possible de rester anonyme dans cette lutte. Il a donné sa démission de la clinique à Blida, on l'a jeté dehors et il a fait un chemin vers la Tunis où il y avait le gouvernement provisoire. Là, il a ouvert une clinique, il a soigné les gens, il a fait des discours politiques devant des soldats de la LN. Il s'est donné entièrement à la lutte pour l'indépendance, à tel point qu'il se considérait comme algérien entièrement. Un jour, quand j'étais à l'hôpital lui rendre visite, il s'est mis presque debout et il m'a dit ce n'est pas une mauvaise chose de mourir pour son pays. Arrive Hélène Moktefi, les années 60, cette décennie de l'indépendance pour l'Algérie. En 62, après les accords d'Évian, vous retournez à Paris avant de partir vous installer à Alger, comme plusieurs milliers d'étrangers partisans de l'Algérie indépendante, pour construire cet État. Vous vous y installez, vous bossez, vous faites le choix aussi de rester. Comment Alger va-t-elle devenir une ville carrefour pour tous les mouvements de libération et les mouvements antifascistes espagnols, portugais, sud-américains dans les années 60? On en parle avec vous jusqu'à 13h30. Hélène Moktefi, vous êtes notre invitée à l'occasion de la parution de Alger, capitale de la Révolution, de Fanon aux Black Panthers. C'est aux éditions La Fabrique.
Hélène Moktefi, comment va se faire la rencontre, la jonction presque entre Alger et les Black Panthers, les Américains de chez vous? Oui, c'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait étonnant. Un soir, j'ai reçu un coup de fil d'un militant de Zimbabwe qui m'a dit qu'Eldridge Cleaver était arrivé clandestinement en Algérie. Il avait été à Cuba, clandestin, pendant 5 mois. Et les Cubains, sa présence à Cuba a été révélée par un journal, ce qui fait que les Cubains l'ont envoyé à Alger, clandestinement aussi, avec des papiers cubains. Donc, on m'a fait appel. J'ai contacté les autorités, j'ai rencontré Eldridge et ensuite j'ai contacté les autorités, le commandant Simon Hoffman, qui était à cette époque-là responsable des mouvements de libération au sein du FLN. Et il m'a dit, bien entendu, que Eldridge est le bienvenu, qu'il peut faire une conférence de presse internationale. Voyons, il n'y a pas de problème. Donc, les Panthers sont installés. Petit à petit, d'autres sont exilés à Alger. Et les autorités les ont aidés à fournir, ils ont fourni une maison qu'ils ont utilisée comme ambassade des Panthers. Ils ont fourni des papiers, une mensualité, etc. Et petit à petit, d'autres exilés sont arrivés se joindre à Eldridge pour militer sur le plan international. C'est la première fois que les Noirs américains étaient représentés à l'étranger. Mais c'est un bureau actif où ils sont en exil? Oh non, ils étaient très actifs. Ils travaillaient ils se sont organisés presque de façon militaire. Ah. Tous les jours, il y avait un ordre de jour. Et chacun avait ses responsabilités. Sinon, c'était très bien organisé. C'était vraiment organisé à l'américaine. Et les États-Unis laissent faire? Oui, ils pouvaient pas faire autrement. D'ailleurs, il n'y avait pas de relation diplomatique à l'époque entre Alger et Washington. C'était après la guerre de 6 jours. Et l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis à l'époque. Et du côté de l'Algérie, c'est une politique d'accueil et d'ouverture volontaire. Le pays veut devenir ce carrefour de la contestation, veut devenir aussi leader du tiers-monde. Oui, c'était déjà ils avaient commencé pendant la guerre. Pendant la guerre, ils recevaient dans les bases à l'intérieur de l'armée de libération, ils recevaient des soldats de mouvements de libération africains qu'ils ont formés. Ils ont formé aussi les diplomates, les politiques. À New York, on en avait qui venaient voir comment il fallait procéder pour travailler aux Nations Unies. Alors, cette politique-là, il y a même Nelson Mandela qui fait partie des soldats qui ont été formés par la ALN à l'intérieur et juste à la frontière du pays. À tel point, Mandela a écrit même dans ses mémoires que c'est le ALN qui a fait de lui un homme. Et quand il a été libéré 30 ans après de prison, c'est le premier pays qu'il a visité. Il s'est mis dans la rue à s'adresser aux Algériens qui venaient l'écouter. Je suis algérien, il disait. Symbole et manifestation de cette effervescence à la fois culturelle, militante et politique, ça va être l'organisation, et vous le racontez longuement, à l'été 69, du premier festival culturel panafricain. Tout le continent africain va être présent là, à travers ces artistes, et pas seulement. Des grandes figures de la scène culturelle américaine vont venir aussi se montrer et manifester leur engagement à Alger, dont la chanteuse Nina Simone, qui parle de son engagement
l'engagement et du devoir d'un artiste d'être présent dans ces grands moments de l'histoire, ou encore le saxophoniste Archie Shepp. Le devoir d'un artiste est d'être le reflet de l'époque. C'est le cas des peintres, des sculpteurs, des poètes, des musiciens. Pour certaines questions, c'est leur choix. Mais moi, j'ai choisi de refléter l'époque et les situations dans lesquelles je me trouvais. C'est pour moi un devoir. Et c'est un moment crucial dans nos vies quand tout paraît si désespéré. Quand chaque jour est une question de survie, je crois que s'impliquer est inévitable. Les jeunes, noirs ou blancs, savent cela. C'est pourquoi ils s'engagent politiquement. Nous allons façonner ce pays. Je ne serai plus façonné par lui. Donc je ne pense pas que nous ayons le choix. Comment peut-on être un artiste et ne pas être un reflet de l'époque ? C'est pour moi la définition même de l'artiste. Shepp, vous étiez au concert qu'il a donné à Alger en 69, Elaine Moktefi. Oui, je me rappelle bien d'Archie. Je l'ai vu dernièrement à Washington. Il s'est organisé, il a organisé une petite équipe. Il a joué et il a chanté au Kennedy Center à Washington il n'y a pas 3 semaines. Il y avait eu une rencontre aussi incroyable que vous racontez dans cet ouvrage Alger, capitale de la Révolution, entre lui et Eldridge Cleaver, un des Black Panthers aussi à ce moment-là. Oui. C'était comme deux fauves qui étaient face à face. C'était un grand moment. C'était un grand moment. Quand lui et Archie se sont rencontrés pour la première fois, c'était un grand moment. Oui. Archie a eu un effet énorme sur les gens dans la rue, dans les théâtres, etc. Et il était tout le temps en train de jouer. Il a joué avec les Touaregs. Même le ministre de l'Information, l'organisateur de ce festival panafricain de la culture, était Mohamed Ben Yahya. Et il était un amoureux de jazz. Je me rappelle à New York quand il venait pour les délégations envers l'ONU, que lui et moi, on partait acheter des disques de jazz pour qu'il les ramène à Tunis avec lui. Il faut raconter aussi que dans ces années-là, il n'y a pas que des gens très fréquentables qui passent, et notamment le couple Leary, le grand prêtre du LSD, évadé de prison, qui va aussi venir se réfugier à Alger, et que vous allez croiser là-bas, des pirates de l'air qui vont atterrir. On a vu aussi là l'engagement, Elaine Moktefi, des artistes afro-américains sur cette nouvelle scène algérienne en pleine ébullition. Qu'en est-il de nos intellectuels ? Quel soutien des intellectuels français à cette cause ? Ah oui, c'était pour Eldridge, c'était automatique. C'était normal qu'il soutienne la cause des Africains, des mouvements de libération. Il a été très. C'était important aussi qu'il voit et que les Panthères connaissent les gens du Vietnam en lutte contre les États-Unis à l'époque, le Viet Cong. Tran Huy Nam était le représentant à Alger. C'était un homme très actif, très en vue parmi les mouvements de libération de l'époque. Et les Panthères voulaient absolument les connaître. Ils ont travaillé ensemble. C'était assez étonnant. Et les intellectuels français ? Et les intellectuels français, il y avait des avocats, des médecins, qui sont venus, des techniciens de toutes sortes, des enseignants. Ils sont venus parce qu'ils avaient conscience qu'il fallait faire quelque chose pour l'Algérie. Et cette guerre leur a fait tellement mal. C'est là-bas que vous allez rencontrer, Elaine, votre futur mari, Mokhtar Moktefi. Vous allez pouvoir rester et passer les années 70, 80 en Algérie ensemble, ou il va vous falloir partir? Moi, j'ai été expulsée parce que je n'ai pas voulu travailler pour la sécurité militaire. Mon mari, Mokhtar Moktefi, m'a suivi en France. On a vécu 20 ans en France et ensuite 20 ans aux États-Unis.
Vous gardez pour toutes ces années une véritable nostalgie ou vous y pensez avec le sourire? C'était l'important. C'est le plus important partie de ma vie. C'est là où j'ai découvert ce que c'est que le fascisme et l'antifascisme. J'ai vu un pays sortir de cette histoire de guerre meurtrière, invraisemblablement meurtrière. Ce pays a sorti et avait besoin d'aide. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus. C'était les grandes années d'espoir. On était convaincus que le monde allait changer et nous allons contribuer à ce que le monde change. Merci beaucoup à vous, Elaine Moktefi. Alger, capitale de la révolution de Fanon aux Black Panthers. Votre livre, témoignage, mémoire vient de paraître aux éditions de la